Sandrine Roudex, dont le nouveau roman s'intitule « Le silence des ogres ». Le silence des ogres, Sandrine, ça pourrait être un conte de fées, mais comme on le sait, dans les contes de fées, il y a aussi des sorcières, des ogres, des bûcherons, des grandes forêts dans lesquelles on se perd. Et là, c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans une forêt à la recherche d'un père. Si je devais résumer rapidement, c'est évidemment bien plus complexe que ça. La narratrice va nous confier dans un récit en 2 temps à la fois sa quête d'un père absent qu'elle va rencontrer une dizaine de fois dans sa vie, et à la fois une quête plus intérieure où elle va s'interroger sur quelle est la vraie nécessité d'avoir cette figure paternelle dans sa vie. Comment est née l'idée de ce livre, Sandrine ? Bonjour, moi aussi comme Anatole, je suis très très heureuse d'être là. C'est pas mon premier roman, c'est mon 6e, mais c'est un changement d'éditeur, et donc quand on change de maison d'édition, on change de maison et on arrive dans une nouvelle famille, et on arrive du coup avec plein d'espoir, et donc pour moi c'est super important et pas du tout anodin d'être parmi vous aujourd'hui dans une rentrée littéraire de septembre. Jusqu'à présent j'étais plutôt sortie en janvier, et donc là c'est un peu le grand bain pour moi, donc je suis très intimidée, d'autant que ce livre c'est un livre que j'essaie d'écrire et que j'invente dans ma tête depuis 20 ans, que je sais que j'écrirai un jour, que je n'arrivais pas à écrire, parce que c'est mon histoire. Donc pareil, comme Anatole, c'est à la fois mon histoire, c'est tout à fait mon histoire, mais pour citer Annie Ernaux, lorsque j'écris sur moi, je me décentre, j'ai l'impression d'écrire sur une autre, et finalement je vais aussi vous parler d'une narratrice qui est moi, mais qui est surtout un être de chair et de papier et d'encre qui va se déployer dans ce livre. Comment est né ce livre ? Donc j'ai vu mon père en tout et pour tout 10 fois dans ma vie. Il ne m'a pas reconnue à ma naissance, et je l'ai vu la première fois à 19 ans, et je l'ai vu la dernière fois à 28 ans. 28 ans, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et donc, les 20 dernières années, je me suis dit que c'était pas grave de ne pas avoir de père. Finalement, il fallait pas en faire une histoire. J'avais le sentiment d'être heureuse, d'être équilibrée, d'écrire des livres, de vivre à Paris, enfin d'avoir exaucé un certain nombre de mes rêves. Et puis, il y a 2 ans, alors que je suis à une manifestation littéraire à Toulon, il y a un homme qui arrive devant moi et qui me dit « Bonjour, je suis un ami de Patrice ». Et puis moi, à côté de moi, j'ai Akli Tadjer, on est en train de rigoler, comme souvent dans les salons du livre. Et puis, je réponds « Ah oui, oui ». Et puis, je ris avec Akli, je prends un livre pour le lui signer, je m'apprête à lui demander d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, et de créer un contact. Et puis, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Patrice, je suis un ami de Patrice ». Et là, je m'effondre en larmes. Et donc, en fait, ce sanglot venu de très très loin, je ne m'y attendais pas. Je comprends que Patrice, c'est mon père, qu'il ne vit plus au bout du monde comme je l'imaginais vaguement, entre la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, tous ces endroits que j'avais vaguement pistés à un moment de ma vie, et puis après, avant de tourner la page. Et donc, j'apprends que mon père vit à côté de Toulon, que cet homme se présente à moi porteur de lui, si je peux dire, et il me fait complètement vaciller, parce que je ne peux plus m'imaginer que mon père est mort quelque part que j'ignore vraiment, et loin de ma vie, mais il est à côté. Et surtout, ce que ça fait naître en moi, c'est-à-dire ce bouleversement, ce vacillement, alors même que je suis vraiment heureuse dans ma vie, je viens de rencontrer un amoureux, tout va bien, et ben, ça m'a interrogée, et donc j'ai décidé de mener l'enquête sur ces 10 fois où on s'est vu, parce que le pire de tout ça, c'est que donc une fois qu'il s'en va, je sors du chapiteau, je vais rejoindre le coin des pompiers, vous savez, derrière planqué derrière le chapiteau blanc. Je m'effondre, je me calme, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Je suis adulte, je suis mère. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de famille ? Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'un père à presque 50 balais ? Et j'ai essayé de répondre à cette question.
Vous essayez d'y répondre. Alors c'est en deux temps, puisqu'on va passer du passé au présent, entre donc le souvenir de ces 10 fois, de ces rencontres avec le père et de ce que ça a pu générer, et puis l'enquête, je le disais, plus intérieure, c'est-à-dire qui passe d'abord par des visites chez un psy. Un psy d'ailleurs avec lequel la relation aussi va devoir se construire contre vents et marées, parce que c'est pas toujours simple, que la narratrice est tellement habitée de silence et de non-dits et qu'elle s'exaspère même des silences de son psy qui ne va pas lui donner les réponses toutes faites qu'elle espère. Pourquoi vous avez choisi cette construction narrative justement en deux temps? J'avais besoin, en fait, si j'ai écrit ce livre, c'est finalement pas tant pour moi que pour raconter au monde ce que c'est qu'être une fille sans père. Ce n'est pas un drame en soi, ce n'est pas un grand drame dont on parle, c'est pas un deuil, c'est pas un abus, c'est pas quelque chose qui est plus identifié, plus clair dans la famille des drames. C'est un traumatisme silencieux, non dit, qui pourtant est partagé par beaucoup de filles et de femmes. Quand je dis ça ne veut pas dire que toutes les femmes ou que beaucoup de femmes ont été abandonnées avant leur naissance comme moi, mais il y a eu ce qu'on appelle beaucoup de pères présents absents. Ça veut dire des pères qui sont à la maison. Ils ne sont pas forcément ou morts ou partis faire leur vie de leur côté, mais ils ont un problème de communicabilité avec leur fille, des absences, ils travaillent loin, sont des silencieux. C'est aussi une époque qui a instauré ça. Des pères qui se déployaient à l'extérieur quand la mère se déployait à l'intérieur du foyer. Et donc moi, j'avais besoin d'écrire sur ça pour montrer à toutes ces femmes, pour dire à toutes ces femmes qu'elles n'étaient pas seules. J'entendais Anatole tout à l'heure dire que son livre était une lettre d'amour à sa famille. Moi, mon livre, c'est un roman de la sororité, un roman à la fin, vous verrez, il y a un chœur, il y a une bande de filles que je cite, qui sont les bandes de filles de l'histoire qui ont été elles aussi non reconnues par leur père. Mais voilà, on est nombreuses, et donc ce livre est vraiment venu pour partager cette envie-là. Et une fois que j'avais dit ça, tous mes livres travaillent beaucoup sur la forme et sur la structure. J'ai beaucoup de livres qui se passent en une nuit, qui se passent en 3 fois 10 minutes. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, le travail de la structure. Et donc, si j'ai mis 20 ans avant de réussir à écrire cette histoire, si pendant ces 20 ans, j'ai écrit plein d'autres romans, c'est parce que j'ai mis un temps fou à trouver la double narration entre la quête du père et des souvenirs avec le père, parce que je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas pourquoi on s'est... Quand je commence le livre, en temps réel, je ne me souviens pas pourquoi on ne se parle plus depuis 20 ans. Je ne me souviens que très peu des 10 fois. J'ai des bribes. Et en fait, je vais vraiment mener l'enquête sur ces souvenirs et donc aussi sur mon corps, sur ce que ça fait lorsque j'évoque un souvenir. Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me fait de la joie? À quoi ça renvoie? Mais ça, il me fallait un temps fou. Et donc, il y a cette narration, cette tension narrative qui pose aussi la question pour le lecteur. Est-ce que la narratrice va finir par retrouver son père? Est-ce qu'elle va passer à l'acte une fois qu'elle aura revisité ces 10 fois dans le passé? Et ensuite, il y a cette question au présent. Est-ce que la narratrice, après s'être interrogée et avoir traversé ces séances de psychanalyse, va réussir la vie amoureuse qu'elle commence, c'est-à-dire la rencontre avec l'amoureux du départ, du début du livre. Oui, parce que ça va évidemment aussi poser la question du regard. Vous parliez de l'absence du père, vous disiez qu'au-delà de votre histoire propre, qui est celle d'un abandon, il y a la question de la présence ou non-présence d'un père qui regarde sa fille, et comment la narratrice va construire son rapport aux hommes, son rapport à l'altérité, son rapport aussi à la séduction, c'est-à-dire qu'elle va remonter le fil de sa propre histoire, son rapport à un professeur de philosophie, à un patron, à son propre psy. Comment est-ce que je suis regardée? C'est une des questions que va se poser votre narratrice.
Je pense que le regard est fondateur dans la construction d'un enfant, que les premières personnes qui regardent, c'est le père et la mère, et que si ces regards-là sont défaillants, donc dans le cas de la narratrice, la mère a du mal à regarder, c'est une mère aimante mais mal, donc c'est une mère mal aimante, et un père absent, cette narratrice n'a pas été regardée. Et donc, c'est compliqué de se construire dans ce non-regard. Elle se construit à la fois dans ce non-regard et à la fois dans ce non-dit. Parce que dans sa famille, personne ne parle du fait qu'elle n'ait pas de père. Et on veut même lui en coller. Et on lui donne un beau-père. Et puis après, on lui donne un grand-père. Mais en fait, le grand-père, ce n'est pas le bon grand-père. Il y a toute une histoire de place. En fait, la question du regard, c'est ce qui désigne une place au sein d'une famille. Et donc, ma narratrice, moi, c'est pas construite comme ça. Et ça veut dire que lorsqu'elle va aller donc, dans la deuxième narration, qui est une narration au présent, avec la question est-ce qu'elle va triompher de cette histoire et redevenir heureuse, apaisée, en re-rangeant le père dans sa boîte à souvenirs, il y a cette question de réussir ses relations aux autres, sachant que lorsqu'on est une fille sans père, il y a un lien qui ne se fait pas correctement. Il y a en permanence une ambivalence. On est traversé par cette ambivalence de chercher malgré nous, et j'ai envie de dire malheureusement même à l'âge adulte, un rapport paternel, un rapport de validation, un rapport d'incondition. Là où parfois il y a juste un rapport de séduction, sans forcément aller jusqu'à la séduction amoureuse ou sexuelle, mais qui est un rapport social entre un homme et une femme, entre deux femmes, entre deux hommes, entre deux femmes, si en parlant de moi. Et donc, comme ce rapport-là à l'autre est défaillant, ma narratrice va se retrouver dans plein de situations où elle ne se met pas à la bonne place et l'autre ne l'aperçoit pas à la bonne place. Et donc, ça crée des malentendus, ça crée des situations de non-dits qui, par moments, explosent un peu n'importe comment et on ne comprend pas trop pourquoi de l'extérieur. Voilà, c'est assez difficile à gérer, assez difficile à comprendre et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça l'a fait même parfois passer à côté de la joie d'une relation que de ne pas avoir pu saisir le regard qui était posé sur elle. Je le disais en introduction, je parlais de contes de fées. Le titre, c'est Le silence des ogres. Pourquoi y a-t-il l'ombre du conte de fées ou de sorcières dans votre livre ? Donc pour moi, c'était vraiment très important de ne pas écrire un témoignage, de raconter une histoire par le biais de la littérature. La littérature, pour moi, permet ça. Elle permet à la fois de comprendre, de transmettre quelque chose du monde, un déchiffrage du réel, des liens. Moi, dans tout mon travail, je m'intéresse beaucoup aux liens, à la question de la filiation, de qui on est par rapport à nos ascendants et à nos descendants. Donc, j'avais besoin d'écrire ça, mais je ne voulais pas l'écrire de manière ni chronologique, ni factuelle. Et il me semblait important de convoquer, de trouver autre chose, donc d'où les 20 ans de recherche, et de trouver, lorsque j'ai trouvé la figure de l'ogre et la figure de la forêt, ça m'a paru évident parce qu'en fait, la forêt, c'est la forêt mémoire. C'est la forêt dans laquelle on s'opère, c'est les mots qu'on réinvente, nos souvenirs mentent. Françoise Sagan disait que la mémoire était une tricheuse parce qu'elle était aussi menteuse que l'imagination. C'est vrai, je pense que nos souvenirs sont faux, on les réinterprète avec l'âge, avec le temps, avec notre humeur, avec des mots qu'on a entendus. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette figure de la forêt. Et dedans, il y a l'ogre et il y a le bûcheron. Le bûcheron, c'est le père qui abandonne ses enfants, croyant bien faire, puisqu'en fait, ils n'arrivent plus à manger. Et pour se sauver, il les abandonne en espérant qu'eux vont se débrouiller. Et puis, il y a la figure de l'ogre qui incarne le danger, la menace. Et lorsque j'appelle ce livre Le silence des ogres, les ogres, c'est tous les hommes qui peuvent, c'est les hommes, pas tous, c'est certains hommes ou certaines relations qui peuvent impliquer une menace pour une femme, là où peut-être il n'y en a pas de menace. C'est ça qui est important et c'est pour ça que c'est un ogre. L'ogre n'existe que parce qu'on lui accorde du crédit
on ne sait pas en vrai s'il existe. C'est notre imagination, c'est l'imagination de l'enfant qui s'amuse à se faire peur en projetant un ogre. Dans le livre, à un moment, il y a une scène où la narratrice est petite fille, elle est toute seule dans la maison parce que sa mère est partie travailler, elle est malade, puis elle est enfermée dans sa chambre avec de la fièvre, et puis elle entend des bruits dans la maison. On a tous vécu ça, ce moment où, enfant, on a peur parce qu'il y a des bruits et on se dit, mon Dieu, il va avoir un voleur, un cambrioleur, quelqu'un, il va venir nous kidnapper. C'est la figure de l'ogre, c'est la peur de l'autre, de l'altérité, quand on n'a pas construit une relation sereine et inoffensive. Et ça se produit aussi à l'âge adulte. Et évidemment, tout passe par les mots, la quête du mot. Même le prénom du père est important. On ne dira pas pourquoi, mais en tout cas, on voit bien à travers ce prénom à quel point la narratrice est un écrivain et à quel point les mots sont fondamentaux et sont, si j'ose dire, l'arbre qui cache la forêt. Le silence des ogres, c'est votre nouveau roman. Merci beaucoup, Sandrine Rodex, pour cet échange.